Bonjour Caroline, je suis ravie de te réinviter dans le podcast Potentiel. Très très contente. Bonjour Elodie, merci. T'avais pu intervenir effectivement et j'ai regardé du coup en janvier 2024 sur le thème angoisse de l'autre, se reconstruire après une relation toxique. Et donc tu es psychologue clinicienne pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, spécialisée dans le stress, l'angoisse, le burn-out. La fin de vie aussi, tu accompagnes les personnes à faire Tout à leur fait. deuil et l'accompagnement en fin de vie. Ça fait plus de 10 ans que tu es là-dedans, je crois. Combien d'années? Ça fait longtemps. 2010, 2010, ah oui, voilà, ça fait 15 ans. 15 ans, Bientôt on est 16 bon. du coup. Et donc pour cet épisode, parce que je sais que beaucoup avaient adoré notre premier échange, je voulais t'interroger plus spécifiquement en fait sur les troubles anxieux, la dépression. C'est des sujets qui touchent malheureusement énormément de monde, des sujets de santé mentale, sujets qu'on je Mhm. trouve encore difficile de parler de ça. Tu me diras ce que t'en penses, toi, si tu trouves que sur tes 15 ans de métier, t'as la sensation qu'on parle plus facilement de ces sujets ou pas du tout. Alors, on en parle de plus en plus, notamment de la dépression. La La dépression. dépression est un sujet qui fait beaucoup plus parler de lui et de manière beaucoup plus moins stigmatisante qu'à une époque. Ouais. À une époque, la dépression était silencieuse et pour le coup plus meurtrière. Elle se vivait seule, elle se diagnostiquait mal. Il y avait cette idée de porter un masque, un faux semblant et elle était moins bien prise en charge, notamment au niveau des médicaments, des antidépresseurs, avec une Mm. grosse stigmatisation sur les C'est vrai, antidépresseurs. c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué de proposer un antidépresseur Et à c'est le quelqu'un. stade du médicament qui est encore compliqué. Ouais, exactement. Mais c'est en lien avec la dépression, c'est-à-dire que quand on est dépressif, on voit pas l'utilité, que ce soit de la thérapie ou des médicaments, on est dans un sentiment vraiment où l'on s'éteint. Et demander de l'aide ou recevoir de l'aide, c'est quelque chose qui est complexe dans la dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie qui tue. C'est pas juste un état émotionnel passager, Mm. c'est une maladie à part entière qui du coup se traite de différentes manières, on va le voir, mais qui du coup doit être prise en charge et qui affecte les perceptions, notamment les perceptions que l'on a de nous, et donc du coup qui nous permet pas réellement de prendre soin de nous. Hyper. Puisque ça annihile ce besoin-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas, quand on est dépressif, à un certain stade de la dépression, on peut plus prendre soin de soi. Voilà, ça fait plus partie du jeu, en fait, ça s'éteint. Mm, mm. Et en ce qui concerne l'anxiété, par contre, il y a beaucoup plus de consultations pour l'anxiété parce qu'il y a des troubles musculaires, des tensions musculaires, les palpitations, tout ce qui est sensorialité physique, physiologique, pour lesquels on vient consulter. Voilà, troubles de l'endormissement, euh, tout ce qui va être l'angoisse, bah, on va plus facilement demander de l'aide pour sortir d'une situation anxieuse que d'une situation dépressive. Voilà. Alors attends, est-ce que tu Donc, pourrais rappeler la différence pour tout le monde, parce que je pense qu'on utilise des termes mais on les oui. mélange, entre, tu vois, le stress. Alors, je parle pas du Mhm. stress où on peut tous ressentir un moment stress, genre Oui, on a un examen particulier, on va faire une première rencontre, voilà, c'est un petit stress qui est tout lié, à fait, qui est à- naturel, qui est naturel, voilà. Mais par qui est exemple, lié à l'enjeu de la situation, exactement, effectivement. donc là, on va parler plutôt de qu'est-ce que c'est le stress chronique, qu'est-ce que c'est l'angoisse et Mhm. qu'est-ce que c'est l'anxiété, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Alors, le stress est une réaction physiologique normale. Voilà. On le reconnaît Euh, comment? Genre, on a la respiration Alors, qui va plus voilà, vite. physiologiquement, tu vas le reconnaître avec une tension dans le haut du corps, une accélération Ah de ta oui, respiration, du rythme cardiaque, hein, de la moiteur, tu vas suer un peu plus, tu peux devenir avoir des rougeurs, des moi je parle réactions en plus fait vite. physiologiques. Par exemple, quand je suis stressée, tu vois, je parle plus vite. Voilà, aussi, on Comme va ça. Ouais, accélérer. ouais. Il y a beaucoup ça dans le stress, c'est-à-dire ce besoin d'accélérer, d'anticiper, Pour que de ça passe plus dépasser vite. rapidement, voilà, ou de partir, parce qu'en réalité, Ouais. c'est une émotion qui est associée à la peur, et l'idée, c'est soit je m'y confronte et j'y vais, soit je m'y échappe. Et donc, du Hmm. coup, dans les troubles anxieux, on retrouve beaucoup l'évitement et les D'accord, anticipations anxieuses. d'accord, Maintenant, l'angoisse, pareil, c'est une émotion naturelle où tu es un peu dans le brouillard, où d'accord. là, tu n'identifies pas les peurs et c'est quelque chose qui est... tu as un sentiment d'un danger imminent, voilà, Est-ce qu'on qui est pourrait dire pesant. que le stress est plus actif et l'angoisse est plus passive?
Alors, tu peux difficilement dissocier stress et angoisse. Alors, c'est-à-dire que le stress peut te donner un petit coup de fouet, Ouais, effectivement, et l'angoisse est peut-être plus pesante. Elle est d'accord, plus dans le brouillard. Le stress, tu peux identifier ta situation stressante. L'angoisse, le principe, c'est que tu vas pas identifier clairement le problème de la d'accord. situation. Oh, d'accord. D'où le fait que Euh, lorsqu'il y a du stress chronique répétitif, à un moment donné, la personne, elle peut vraiment faire des crises d'angoisse parce qu'elle est totalement dépassée, en fait. oui, alors dans les troubles liés au stress, à l'anxiété, tu vas avoir le trouble panique, par exemple, ou les crises. Ouais, les crises de tétanie, même tout ce qui va être aussi anxiété sociale, anxiété de séparation, le mutisme sélectif pour les jeunes enfants aussi. Tu vas avoir tout ce qui est en lien avec l'évitement. Hmm. Tu vas retrouver toutes ces stratégies-là ou ces développements du trouble dans ces modes-là, et notamment les attaques de panique, du coup, qui en font partie. À partir de quel niveau on peut se dire, là, c'est pas normal, il faut que je demande de l'aide, tu vois, parce qu'on me disait, il y a un stress qui est propre à chacun, en fait, qui est totalement normal. Ah, Et comme ouais. on est tous différents, tu vois, pour les gens là, qui nous écoutent, à C'est partir de dans quand, la durée. dans la durée. C'est Alors, c'est c'est la, quoi c'est la la durée? durée qui détermine. Je vais Alors, te challenger parce que je pense que les gens, ils vont se dire, ouais, pour diagnostiquer ouais, un trouble anxieux généralisé, ce qu'on mhm, appelle, le terme est connu. il te faut 6 mois dans cet état-là. D'accord, ok. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 6 mois pour demander de l'aide? Non, ça ne veut pas Non. dire qu'il faut attendre On est six mois. d'accord. À partir du moment où ça a un impact significatif sur ton quotidien, tu demandes de l'aide. Plus tôt tu prends en charge le trouble, et mieux tu peux y répondre. Parce qu'en réalité, il y a plein de techniques pour sortir d'une situation stressante. Le hic dans l'anxiété, c'est qu'elle peut effectivement du coup se généraliser, envahir ton quotidien. D'accord. Si tu attends effectivement les 6 mois, donc les 6 mois, c'est pour poser le diagnostic de trouble anxieux généralisé. Donc tu es déjà dans un trouble anxieux installé. L'idée, c'est qu'il faut pouvoir prévenir l'installation de ce trouble anxieux généralisé. Donc dès que tu sens que les symptômes sont récurrents sur ton quotidien, que les pensées sont régulières, voire quotidiennes, que tu Mm. es dans l'évitement social, que tu es dans l'évitement de performance, que tu es dans l'anxiété de performance. Et ça, on le retrouve chez les Mm. atypiques aussi pour C'est faire le vrai. lien. Ben, tout ça, en réalité, cumulé sur le quotidien, va créer de la fatigabilité aussi, de l'irritabilité, va abîmer ton relationnel à l'autre. Donc, dès que tu vois que ça a un impact significatif sur ton quotidien, l'idée, c'est d'aller demander de l'aide. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher à sortir d'une situation qui est inconfortable. Et ça, c'est le but naturel des émotions. Si tu ressens une émotion à une valence désagréable, elle n'est pas là pour te dézinguer ou te dire que tu es en danger. Elle est là pour te dire que la situation ne te convient pas. Donc, si tu fais la boucle émotionnelle, tu es censé arriver à, OK, je suis dans une situation qui ne me convient pas, comment je fais pour sortir de cette situation-là? Et ces stratégies d'adaptation-là, quand on est dans un trouble anxieux généralisé, on ne les a plus. On a été envahi en réalité par l'anxiété et donc du coup, elle perturbe nos perceptions. D'accord. Elle commence à affaiblir l'estime que l'on a de nous-mêmes, donc nos stratégies d'adaptation sont moins efficaces, moins efficientes, et plus je suis dans l'évitement, plus je perds en confiance, et plus mon trouble anxieux augmente. Plus ma physiologie aussi anxieuse va augmenter. Donc mes crises vont augmenter, ma respiration va plus rapidement s'accélérer, je vais également avoir tout ce qui va être nervosité qui va être constante, je vais avoir des anticipations anxieuses sur tout en réalité. Tout va être décortiqué, analysé, suranalysé, et ça, pareil dans les atypies, lorsque tu changes une habitude, lorsque tu te retrouves face à une situation où tu maîtrises pas, où il va y avoir de l'imprévisible, où tu es dans un contexte où tu n'as pas tes mêmes repères, tout ça va augmenter ton seuil d'anxiété. Et donc, du coup, tu tombes dans un trouble anxieux. D'accord. Voilà. Alors, j'ai deux questions. La première qui me vient, c'est dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui attendent un peu trop longtemps parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'on se dit qu'on peut Oui, s'en sortir seul, parce qu'on a honte, il y a un sentiment de honte. Comme on dit, même si on parle plus de santé mentale, j'ai l'impression que quand même les gens, ils ont un sentiment de pas être au niveau dès que leur santé mentale en fait est mise en mal, tu vois. Est-ce que malheureusement, bah, dans les faits, il y a trop de personnes qui arrivent bien après les 6 mois et est-ce que c'est plus compliqué après à soigner du coup? alors, c'est plus compliqué à soigner effectivement quand c'est installé, parce que du coup, toutes tes perceptions, tes schémas perceptifs Et oui. sont plus automatiques, sont mieux installés, sont plus ancrés. Mhm. Et donc, du coup, il est beaucoup plus compliqué, complexe de les décortiquer.
Mais c'est pas impossible, Euh, rassure les, sur les personnes qui nous... non, pas du tout. Mais bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et c'est ça qui est génial avec la psyché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais cette démarche d'aide, j'accepte l'idée de venir modifier mes perceptions. Et c'est vraiment la base, en fait, que ce Ça peut soit être dans le trouble long. anxieux ou dans la dépression, ou dans la dépression, pardon. C'est vraiment cet axe, en réalité, qui va être travaillé au niveau cognitif, puisque ce sont nos schémas de pensée qui vont venir affecter notre perception du monde, notre sensorialité, et qui vont faire qu'on va ressentir un mal-être Hmm. significatif qui va nous ralentir d'une manière ou d'une autre dans nos performances, dans notre quotidien, dans notre élan à créer la vie qu'on a envie de vivre. Alors, quel est le lien entre, du coup, est-ce qu'il y a un lien entre, du coup, l'angoisse, l'anxiété et la dépression? Des fois, on entend Alors, que l'un peut mener à l'autre. Ou que tout c'est... à fait. Il y a un lien, il y a ce qu'on appelle une comorbidité Hmm. très importante entre troubles anxieux et troubles dépressifs. Le tableau clinique n'est pas tout à fait le même. Donc, pour distinguer les deux, il faut bien comprendre que l'anxiété, le trouble anxieux généralisé, va plus être tourné vers l'avenir. Hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment des anticipations anxieuses, c'est des projections, ça va être des remises en question effectivement constantes, ça va être de l'anxiété de performance, ça va être l'anxiété de présentation, ça va être de l'anxiété sociale. Donc, c'est en lien avec l'image de soi, mais l'image de soi donnée à l'autre dans un futur proche ou imminent. Enfin, imminent du coup ou plus lointain. Alors que la dépression, c'est plutôt tourné vers le passé, avec les ruminations, tout ce qui va être remise en question de ce que j'ai mal fait, sentiment d'inutilité, culpabilité beaucoup plus grande dans la dépression que dans l'anxiété. Donc, le tableau n'est pas du tout le même, Et c'est pour même ça au que c'est niveau du lié aussi. diagnostic. Et c'est pour ça que c'est lié. C'est-à-dire que si, par exemple, mon anxiété diminue mon estime de soi et que je me retrouve dans un cercle vicieux d'échecs ou Hmm. d'évitement, l'isolement social peut me conduire effectivement à de la dépression. Parce qu'il va y avoir du découragement, une perte de la motivation. Et ce découragement, cette perte de la motivation va venir éteindre ma psyché et donc du coup me mettre dans un état dépressif. Et alors, la différence énorme entre le trouble anxieux généralisé et la dépression, c'est que la dépression, il suffit d'un état de 15 jours pour la diagnostiquer. Ah d'accord, ok. En 15 jours, on peut dire que... Ré- Ouais, en 15 jours, tu tombes en dépression. Et là, tu enclenches quelque chose de bien plus grave, vous voyez? Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe. La dépression est silencieuse. Ça s'initie parce qu'on se dit, putain, 15 jours, ça va. On peut avoir une humeur triste, Oui, c'est quelques vrai. jours, On peut ça dire passe, que, bien etc. sûr. Mais la dépression, c'est pas une humeur triste, en Alors, réalité. redis-le bien parce que je trouve que parfois, malheureusement, il est mal posé ce mot. Des fois, les gens disent, ah, c'est bon, t'es dépressif parce qu'en fait, on a un gros coup de mou, tu vois, ou je sais pas, si tu as une séparation et tout, bah, en fait, on a le droit de pas être bien pendant quelques temps, tu vois. Donc, Hmm. c'est vraiment, c'est qu'est-ce que c'est la dépression et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau parce que tu parlais de maladie. Donc, de quoi il s'agit exactement? Alors, la dépression, c'est quelque chose qui relève d'un désespoir. C'est Ok. pas la tristesse que l'on connaît où tu perds quelque chose, où il y a un changement de situation, où tu peux te relever, où on va faire preuve de résilience, etc. Il peut y avoir dans la dépression majeure euh, qu'elle va être réactionnelle. Donc, si tu as un deuil prolongé, par exemple, ou un deuil pathologique, c'est-à-dire une tristesse profonde continue, tu peux tomber en dépression. Mais la dépression, c'est une tristesse qui va venir annihiler la psyché. C'est-à-dire que tu vas avoir une perte de désir et une perte d'élan de vie. Et petit Mhm. à petit, c'est ça, vraiment l'énorme risque, c'est que ça t'éteint. Et c'est Tu plus vas difficile pareil, à rallumer, en fait, après. très très difficile à rallumer parce que du coup, tu vas avoir une rupture avec la motivation, une rupture avec le mouvement inné que l'on a. Tu vas ressentir ton corps qui est lourd. Tu vois, par exemple, dans l'anxiété, tu as une fatigabilité qui est nerveuse, Mhm. ok. Parce que tu es dans l'agitation. Ça, c'est une des critères de l'anxiété, c'est l'agitation motrice. Tu t'agites, ton cerveau fonctionne à 10 000, etc. Tu cherches de trouver des solutions, tu n'arrives pas à l'éteindre, tu as des troubles de l'endormissement parce que tu réfléchis. Ouais. Dans la dépression, bah, ça s'éteint. Dans la dépression, tu as un ralentissement Mhm. psychomoteur et cognitif où petit à petit, en fait, tu t'éteins. Et la fatigue, dans la dépression, elle est vicieuse parce que le repos n'aide pas. Le Mhm. repos, en fait, ça forme vraiment un sillon de la dépression. Plus tu te reposes, et plus la fatigue que tu ressens crée de la lourdeur, et Mhm. plus ça s'éteint, et plus ça empêche le mouvement, C'est et pour tu vois, ça que les médecins ça rend préconisent juste d'aller du marcher, de sport. sortir un Ouais, peu. exactement, tout à fait. Parce D'accord. que si tu es dépressif et que tu restes au fond de ton lit dans un drap, tu te dis oui, c'est douillet, je m'enveloppe, etc. Non, bah en fait, tu vas
de avoir de On plus en plus de s'enterre. difficultés à Mm. sortir de cet état-là et ressentir de plus en plus de lourdeur. Tu communiques moins aussi dans la dépression. Tu as moins de logorée, tu communiques moins sur toi. Vraiment, il y a tout qui va s'éteindre. Et tu as des critères qui sont très précis dans la dépression. Tu as aussi l'anédonie. L'anédonie, c'est la perte de plaisir. Pour Et tout. la perte de plaisir pour tout, effectivement, qui peut même aller jusqu'à une anesthésie affective. Tu ne ressens plus, Aucun tu vois, sentiment pour qui que ce soit, du coup. plus de lien à l'autre. Et c'est là où ta culpabilité va augmenter parce que du coup, bah, tu ne t'investis plus auprès de l'autre, donc l'autre va te le reprocher. Mais à quoi je sers? Mm. À quoi je sers? Je suis plus en lien Donc, ça avec alimente l'autre. les idées noires aussi contre soi. Et Ça alimente les idées noires, effectivement. Et alors ça, c'est un critère. Tu as dans la dépression donc deux critères qui sont essentiels. Donc c'est la perte de plaisir et le désespoir. Donc, c'est la tristesse profonde, d'accord? Qui n'est pas la tristesse qu'on nous on connaît au quotidien. Vraiment, c'est une tristesse très particulière qui est beaucoup plus lourde et pesante. parce que j'allais Ok? te dire, je fais une petite parenthèse, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'atypiques là qui vont se dire, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que tu sais, on est tellement intense en tant qu'atypique que face à quelque chose de difficile, on peut très bien ressentir temporairement ça. Genre, on est totalement désespéré, on a l'impression que Mhm. rien ne va. Enfin, tu sais, moi-même, j'ai Et déjà c'est eu un des facteur jours en de disant, risque. rien ne va, tout ça. Mais tu vois, je veux dire, ça va Ouais. pas durer longtemps en fait, en vrai. Donc, mis à part ces 15 jours, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment parce que je sais qu'en tant qu'atypique, tu vois, on est intense dans ce qu'on ressent et on peut aussi verbaliser ces choses-là, mais pourtant, c'était pas vraiment de la dépression. Donc, Non, et alors, il faut vraiment en fait que ce soit continu et quotidien sur les mm, 15 jours et qu'après, ça continue dans le temps, en réalité. Mais il faut que pour le diagnostic, il y ait un minimum en prévalence de 15 jours dans cet état-là. Mais jamais personne vient sincèrement consulter au bout de 15 jours en disant ça fait 15 jours que je suis triste. mm, Non, mm, ça fait 6 mois que je suis triste, ça fait 1 an que je suis dans cet état-là, j'ai voulu m'en sortir, j'y arrive pas, etc. Et c'est installé. Mais après, il y a d'autres critères. C'est-à-dire, donc, du coup, tu as ces deux critères qui sont non négociables à laquelle va se rajouter plusieurs autres critères que tu dois cocher. Donc, tu vas avoir l'humeur triste, effectivement, mais tu vas avoir des troubles du sommeil, soit une insomnie ou une hypersomnie. mm. On Voilà. dort tout le temps, ouais. Des troubles de l'appétit, Ouais. avec une perte de poids significative, ou pareil, une boulimie. Alors, certaines femmes vont les revoir en miroir. C'est pour ça qu'il y a les deux. Généralement, dans la dépression classique, c'est l'hypersomnie et le manque d'appétit, Ouais. ok, avec une perte de poids significative. Dans les syndromes, dans la dépression miroir, qui est souvent féminine, tu vas avoir une agitation et donc du coup une hypersomnie et à l'inverse de la boulimie, Mm, des troubles. Voilà. Donc tu vas avoir ces critères-là, tu vas avoir aussi donc du coup les idées suicidaires, le ralentissement psychomoteur et cognitif qui va être important. Tu vas aussi retrouver du coup le sentiment de culpabilité, les ruminations. Alors dans les critères diagnostiques, donc je me trompe pas, donc c'est la fatigue significative, les idées suicidaires, le trouble alimentaire, le trouble du sommeil. Il m'en manque toujours. Quand je fais cette liste, il me manque toujours. Mais en fait, ils sont assez faciles à retrouver sur les critères de diagnostic et ouais. quand on les communique. J'ai une Mais ils sont question. bien spécifiques pour pouvoir la diagnostiquer. J'ai vu un témoignage d'une personne qui expliquait que donc elle avait eu un diagnostic de dépression et elle postait sur les réseaux sociaux quand même des photos d'elle qui souriait. Et Oui. donc il y a des gens qui disaient bah non, tu serais dépressive, tu serais toujours en train de pleurer. Alors, je voudrais que tu nous en dises plus. Alors ça, c'est un grand mythe. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui caractérise la dépression, c'est pas la tristesse, Hmm. c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc Et ça peut c'est ne pour ça pas que se voir. exactement, ça ne L'entourage se peut voit passer à côté, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu comprends l'entour. quelque chose Alors, en fait. pas tout à fait à côté. Hmm. L'entourage que tu vois pas quotidiennement peut passer à côté. Hmm. Tes collègues de bureau, la famille si tu n'habites pas avec elle ou si tu habites un peu loin, les amis que tu vois de temps en temps, oui, peuvent passer à côté. Hmm. Parce que effectivement, tu peux encore parfois avoir, au début, en tout cas, l'énergie de faire semblant. Hmm. Voilà. Hmm. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est dévastateur. C'est-à-dire, c'est ta pensée et ton lien avec le monde qui est une vision qui est tourmentée.
C'est une perte de confiance, un sentiment d'inutilité et une très faible estime de soi. Et c'est la très faible estime de soi qui va te pousser à douter de toi, à te renfermer, à t'isoler. Dans une dépression majeure, à un stade avancé, en réalité, il n'y a plus de lien avec l'extérieur. Ouais. Tu vois. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'on peut ne pas voir les signes, parce que c'est pas toujours évident. Dans un premier temps, on peut. Et pareil, si la personne a. Parce que souvent, tu me disais le lien entre les deux. Souvent, trouble anxieux, on peut l'associer à une dépression. Et on dit souvent trouble anxieux dépressif dans le diagnostic. C'est facile pour les médecins de poser ça, ils n'ont pas besoin de creuser, tu vois, ça fait un grand micmac. Il y a de l'anxiété, il y a de la dépression. Mm, mm. Et voilà, les traitements sont assez équivalents aussi. Donc pourquoi pas. Maintenant, dans le quotidien, si j'ai l'anxiété, je vais encore avoir ce besoin de performance. Ouais, ça, on va passer quand même, on va faire des Ça choses. va équilibrer, en fait, si Mm. tu veux, la dépression, le mouvement qui est Ouais. annihilé dans la dépression, tu vas le retrouver dans un trouble anxieux dépressif parce que tu as l'agitation du trouble anxieux. Donc Mm, la nana qui fait des grands sourires, qui s'agite, etc., elle est dans une anxiété de performance. mm, mm, mm. Mais derrière, ça va lui coûter une énergie assez folle. Et quand elle va rentrer chez elle, c'est l'image de soi qui va être affectée. Et là, il y a des risques de passage à l'acte sans que tu les vois venir. Oui, parce que quand tu dis que c'est une maladie qui peut mener effectivement à la mort, tu penses au suicide. Je pense au suicide, ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'une dépression qui n'est pas prise en charge peut conduire, dans quasiment 20% des cas, à un passage à l'acte J'allais te suicidaire. demander s'il y avait des chiffres. Ouais. 20% des cas. Dans la dernière étude que j'ai lue, ça fait à peu près 800 000 morts par an. En France. Alors en France ou dans le monde, je crois. Plus. Ok. En France, ce serait beaucoup. Peut-être en France, je sais plus. Alors là, je te donne un chiffre au hasard. Effectivement, j'aurais dû Euh, vérifier avant de te me lancer. Je oui, re-regarderai. ça, Mais en ça fait fait, beaucoup en non, France. c'est assez énorme quand même. C'est-à-dire Ouais. que c'est des. Même suite à une hospitalisation, tu as 15% de risque suicidaire. Donc Hmm. quand tu arrives à un dernier stade, on n'est pas forcément dans la capacité de récupérer, en fait, Ouais. une personne. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ça soit, pour qu'on ait besoin de médicaments? Alors, c'est un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. C'est vraiment une maladie qui est du coup aussi physiologique, hein, biologique, c'est-à-dire que ton cerveau, à un moment donné, tu as un déséquilibre des neurotransmetteurs dans la J'avais vu, dépression, ouais. la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, euh, des Toutes ces hormones qui modifications au sont niveau du positives pour cortex nous. préfrontal, ouais, Tout le monde ne voilà, le sait c'est pas, donc je ça, et préfère le des redire, structures mais limbiques. c'est ça. En fait, tout ce qui est impliqué dans ta perception du monde et dans ta capacité à ressentir le monde et à le percevoir. C'est ça. Voilà. Et là où les Ça va partir en médicaments, cacahuète. c'est là où le médicament va rééquilibrer ça et va aider ton cerveau d'une certaine manière à recréer ça, alors qu'il n'y arrive plus. C'est comme remettre du bois dans une cheminée, quoi, en fait. C'est ça, exactement. C'est comme remettre du bois. Alors, il faut pas trop en avoir peur. Effectivement, les médicaments sont mal. Il y a une mauvaise communication autour. Mm. Ils n'aident pas tout le temps. Ouais. Et tout le monde n'y répond pas de la même manière. Il y a différentes molécules pour les antidépresseurs. Donc, s'il y en a une qui marche pas, euh, il faut en essayer une autre. Et ça, c'est très important aussi. Et on ne sort pas d'un traitement en 2 mois, en réalité. Parce qu'il Et faut ça se du temps suffit à la pas non chimie plus. du cerveau pour Ouais. s'équilibrer. Et il faut une Ouais, thérapie à ouais. côté, c'est ce que tu me disais aussi. C'est-à-dire que juste les Oui, il faut une médicaments, thérapie à côté. ça va pas traiter la En fait, cause. les médicaments, c'est un peu un parapluie émotionnel. C'est ça. C'est-à-dire que C'est le temps. ça va bloquer les inhibiteurs de la sérotonine. Donc, du coup, tu vas reprogrammer une sécrétion de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline, etc. pour ton cerveau. Mais en réalité, pour les produire, il faut que tu ressentes les choses. Mm, mm, Donc, il faut te réapprendre à percevoir le monde. mm. En réalité, le médicament, il va juste te permettre physiologiquement de réouvrir les vannes, de réouvrir ton ouverture au monde, d'avoir moins d'appréhension, plus de douceur, etc. Donc, c'est vraiment cette espèce de parapluie émotionnel. Et donc, du coup, si par contre, j'apprends pas à regarder l'appui, j'apprends pas à regarder à ce qui est autour et ce qui peut être beau là-dedans, eh bien, je vais quand même pas retrouver mon équilibre initial. Et ça, la thérapie, pour ça, elle est nécessaire. Elle est Mm, même pas négociable en réalité. Je peux sortir d'une dépression juste avec une thérapie, mm. mais je peux pas sortir d'une dépression, par exemple, juste avec un traitement médicamenteux. Ouais. Alors, Ce sera juste temporaire. il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont fait, par exemple, plusieurs dépressions pendant très longtemps, qui ont été hospitalisés, et d'autres, ça ne leur arrive jamais dans la vie. Est-ce Oui, que, est-ce que, en fait, du coup, tout le monde peut un jour faire une dépression, ou est-ce qu'il y a des des situations profils. ouais, des profils spécifiques? Alors, il y a des profils spécifiques.
Il y a des situations spécifiques aussi, puisqu'on peut avoir des dépressions réactionnelles, comme des troubles anxieux généralisés réactionnels. Et puis, il y a un côté héréditaire dans les deux. Ok. Moins dans l'anxiété généralisée, mais par exemple, dans la dépression, il est estimé à 50% l'hérédité. Ah, quand même. Donc, il y a une partie génétique dans la Ok. dépression. Donc, on n'est pas quand même sur quelque chose qui est que dans votre tête, tu vois. Ça aussi, c'est un autre mythe où la personne est fragile, elle est en dépression, Ouais. etc. Bah, non, elle a effectivement un profil où elle a des facteurs de risque en amont si déjà, dans sa vie de famille, dans ses proches, il y a eu des dépressions qui ont été C'est là où la vraiment notion de génétiques. maladie, elle est hyper intéressante parce que comme Mm. certaines maladies, on peut retrouver un facteur génétique qu'on peut transmettre. Alors du coup, ça peut faire culpabiliser les parents de se dire, oh là, mes enfants, ils ont 50% de risque d'en faire aussi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour Oui, les rassurer aussi? encore une fois, c'est une question de perception. Alors, je vais aggraver la situation dans la notion de culpabilité, mais c'est en lien avec la dépression de toute façon. Si je fais une dépression dans ma vie, j'ai Ouais. 50% d'en faire une deuxième. 50% de D'accord, ok. risque d'en faire une deuxième. Si j'en fais une deuxième, j'ai 70% d'en faire une troisième. Ok, Si j'en fais une troisième, les chiffres sont estimés à 90% le risque ok. d'en Comme refaire quoi, une. Donc, bien il peut y soigner avoir la une première, chronicité. ça va être important. Exactement, exactement. C'est Ouais. ça, en fait. Mm, Et c'est le risque dans la dépression, c'est cette négligence du soi. mm, Parce que je n'ai pas de valeur dans la dépression. mm, Donc pourquoi je prendrais soin de moi? Et si j'arrive à en sortir parce que j'ai un entourage bienveillant, étayant, que j'arrive à entendre que bah oui, il faut percevoir le monde différemment, que oui, j'ai bien pris mon traitement, etc., mais qu'il reste cette fragilité en moi mm. que je nourris inconsciemment et parfois consciemment, et parce que la vie n'épargne pas tout le monde de la même manière, euh, eh bien ça revient. Et pour les enfants, si effectivement je sais que dans mon parcours de vie, j'ai eu ce trouble dépressif, ben, je préviens en réalité. Il y a une Oui. énorme valence de prévention possible dans la dépression et dans le trouble anxieux généralisé. Le trouble anxieux généralisé, en plus, il est assez culturel, hein, dans cette angoisse de performance, on l'a dit, Bon. mais dans l'idée qu'il faut se préparer au pire pour avoir le meilleur aussi. Ça, je l'ai déjà, enfin, je l'ai réentendu, ne serait-ce qu'hier, tu vois, en C'est des thérapie. mantras qui nous suivent tout le temps, hein, c'est vrai. Exactement. Prépare-toi au pire et si tu as le meilleur, tu seras contente. Bien, dans la Ok. vie, il faut toujours se battre. Tu sais, il y a toujours un truc en Voilà, décor de c'est ça, performance. c'est pas doux en fait. Alors que moi, je ne cesse de dire aux gens qu'il faut s'aligner sur ce qu'ils ont envie de vivre. Mm. Parce que ça aussi, dans les études, c'est démontré. Si on arrive à changer notre perception et à nous aligner sur ce que l'on veut vivre et non pas sur nos peurs et nos craintes, Oui, il bien y sûr. a nos pensées qui vont être prédictives également, Mm, nos mm. choix qui le seront, et on aura plus de facilité à créer ce futur-là, mais également à gagner confiance en soi, estime de soi, relation à l'autre, ouverture, etc. Oui, c'est la base de la Alors que si psychologie je... positive, d'ailleurs, hein. Tout est... Exactement. Alors que si je m'aligne sur mes peurs, sur Bah, mon anxiété, bah, je vais mettre une énergie folle à anticiper mille et un trucs qui sont pas censés se produire, puisque l'anxiété est excessive, c'est l'une des caractéristiques. Donc, du coup, je vais dépenser de l'énergie va me fatiguer, la fatigue va me rendre nerveuse, la nervosité va augmenter mes signaux de danger imminent, qui va augmenter mon trouble. Et dans la dépression, pareil, c'est-à-dire que si je n'y arrive pas, je vais avoir une baisse de la motivation, une baisse de l'estime de soi, un sentiment d'inutilité, d'incapacité, et paf, j'abîme tellement l'estime de soi que final, je ne me mets plus en mouvement. Et on parlait de profils spécifiques. Est-ce que tu penses que oui, chez les personnes atypiques, alors il y a un peu de tout dans les atypies, oui. mais est-ce que ce sont des profils qui vont davantage être susceptibles d'avoir des troubles anxieux ou faire une dépression ou pas du tout? Alors là, ça va dépendre en fait de si je connais mon profil. C'est toujours pareil. Donc Mieux c'est je me pas propre connais, à l'atypie, en fait. C'est c'est ça. pas propre Alors, ça dépend. Si je prends un TSA, par exemple, où j'ai un fort besoin de repères, où le lien à l'autre est compliqué, Mm. mon anxiété est déjà à un seuil élevé de Ouais. base dans ces situations-là. Mm. Donc, effectivement, j'ai plus de risques de développer un trouble anxieux généralisé, Mm. qui va venir renforcer déjà les caractéristiques de mon atypie. Ouais. Si j'ai un TDAH, avec une impulsivité et un niveau de frustration qui sont complexes à gérer, C'est vrai. je vais abîmer mon estime de soi, je vais abîmer ma motivation, je vais procrastiner, ce qui va affaiblir du coup l'estime de soi, ce qui peut augmenter mon anxiété de performance, ce qui va du coup augmenter les risques de développer un trouble anxieux généralisé et un évitement social et augmenter.
Tu vois, par exemple, ça sur les deux. Maintenant, si tu prends l'hyperémotivité, un haut potentiel sensible, pareil, tu vas avoir une fatigabilité à ressentir le monde. Mm. Tu l'expliques suffisamment dans tes podcasts et dans tous les travaux que tu as faits. Le syndrome de Cassandre, par exemple, c'est Ouais. de l'anticipation. D'accord? C'est ma capacité à recevoir plein d'éléments de mon environnement et à déterminer ce qui va arriver. Chez le Hein. HPI, c'est très, très prégnant. Voilà. Mais ça peut aussi l'être, tu vois, sur un potentiel sensible. Mais Mm. s'il ne se connaît pas bien, il va juste recevoir les informations, ça va créer une tension et une fatigabilité qui va créer de la nervosité et pareil, qui va affecter du coup l'estime de soi et là, du coup, favoriser la dépression. La sensibilité peut être un facteur aggravant du coup pour la dépression. Et c'est là où c'est très très important de comprendre comment je ressens le monde, parce que ça peut être aussi précieux que destructeur. Et ça, c'est le premier point à faire avec une personne à haut potentiel sensible, c'est-à-dire vraiment lui remettre du sens dans ce qu'elle ressent pour pas qu'elle se l'attribue et qu'elle le vive profondément comme étant intrinsèque à elle et à son identité, mais plus en lien avec le rapport qu'elle veut avoir avec le monde et la connexion qu'elle veut créer. Et ça, c'est un potentiel de fou dans l'hypersensibilité. Maintenant, dans le HPI, c'est encore différent, parce que dans le HPI, tu retrouves différents critères au niveau du tableau clinique des différents profils, tout dans le haut, dans le haut level. Et ça peut autant être un facteur de protection si je sais comment je fonctionne, parce que du coup, tu as une autonomie de pensée, tu as une Mm. indépendance au niveau de la pensée, tu as des facilités de rebond et de résolution de problématiques. Hein. Tu as une capacité également à la résilience, à analyser. Donc, tu vas avoir beaucoup de critères qui peuvent te permettre de sortir plus facilement d'un état anxieux parce que tu vas être proactif, tu as cette capacité, cette compétence, parce que tu vas être détaché du regard de l'autre. Ok. Et en même temps, ces mêmes critères peuvent être des facteurs de risque. Si je suis détaché du regard de l'autre, ça veut dire que je ne fonctionne pas comme l'autre. Et chez certains HPI, tu as ce sentiment d'isolement, tu as ce sentiment de différence. Les autres ne pensent pas le monde comme moi. J'ai une vision particulière du monde, j'ai une sensibilité particulière au monde, j'ai une analyse différente du monde et je ne peux pas la partager ou je la partage avec très peu de personnes. Hein. Et Mm. cet isolement social peut entraîner du coup une dépression parce que tu as un trouble affectif, tu n'as pas cette connexion à l'autre qui va être essentielle pour le HPI aussi, ce besoin d'affection, ce besoin de connexion qui est humain auxquels ils vont avoir des difficultés à répondre du fait de leur atypie. Et là, pour eux, c'est ça le risque. Contrairement au TSA ou au TDAH, où c'est l'un des symptômes qui va augmenter le facteur de risque parce qu'il est déjà prédominant, chez le HPI, c'est ces capacités qui vont l'isoler et donc du coup qui peuvent engendrer un trouble dépressif. Et dans Et certains... une démotivation, pareil, Ouais, c'est-à-dire que dans le HPI, il y a une besoin de stimulation cognitive importante. ouais. Et on le retrouve beaucoup des personnes qui sont HPI qui font un burn-out, par exemple, ou un burn-out où ils vont s'ennuyer au travail, etc., où il va y avoir une perte de la stimulation cognitive. Qui dit perte de la stimulation cognitive dit aussi affaiblissement de l'estime de soi, de l'image que l'on a de soi, de nos performances, etc. Donc, du coup, eux, ils vont arrêter d'y répondre. Je ne peux pas y répondre, j'accepte, je ne fais pas preuve de résilience. En réalité, j'annule un besoin qui fait partie de mon identité, de mon tempérament. Donc, du coup, j'éteins une partie de qui je suis. Et à partir du moment où j'éteins une partie de qui je suis, il y a l'anédonie qui va se mettre en place, qui est la perte de plaisir, qui va entraîner de la tristesse, qui sont les deux premiers critères nécessaires pour la dépression, et qui vont ensuite entraîner tous les autres troubles qui vont faire que tu vas tomber en dépression. Je te disais, il y a des auteurs qui expliquent, et tu l'as dit aussi, que ça peut être aussi un facteur protecteur, le HPI. Est-ce Oui. qu'on peut dire, bon, on voit, hein, tu l'as expliqué, mais est-ce que ça voudrait dire aussi qu'une personne HPI qui est en dépression aura peut-être plus de facilité d'en guérir ou pas du tout? Alors, tous les profils sont différents. Ça Mm. va être parce que tu as ton profil HPI qui est la manière dont tu fonctionnes, mais tu as aussi ton tempérament. Et Mm. pour avoir rencontré effectivement des profils HPI, on n'a pas tous le même tempérament. C'est sûr, on est tous différents. On est tous différents. Et en réalité, c'est l'acceptation du changement de tes perceptions qui va jouer le rôle le plus essentiel dans la guérison d'une dépression.
Si dans ton profil, tu as ce pessimisme inné Hmm. et ce rapport un peu sombre au monde, Ouais, c'est vrai. eh ben non, en fait. Parce que du coup, pour sortir d'une dépression, on a besoin de cette ouverture et de cette confiance en la vie. Cette Hmm. confiance en l'autre, De cette confiance reprendre en soi, mais aussi espoir. cette confiance à la vie. Et ça, tu ne peux pas faire renaître Hmm. ça chez quelqu'un qui, de base, ne l'a pas. Donc, il peut avoir une dépression persistante, Hmm. ok, qui est plus souple qu'une dépression majeure avec un risque suicidaire, mais qui, du coup, va être dans cette espèce de spleen constante, de dévalorisation du monde, de dévalorisation de soi et d'incapacité, effectivement, à pouvoir profiter pleinement de son potentiel. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que si on fréquente des gens qui sont quand même assez pessimistes, et puis tu sais, bah, j'ai beaucoup d'hypersensibles qui me disent, mais tu vois, à force de regarder les médias, de tout ce qu'il y a, enfin, on perd confiance en fait dans le monde, de ce qui se passe, l'actualité. Enfin, Totalement. est-ce qu'on crée pas aussi encore plus de risques de dépression? Euh, alors, j'aurais tendance à te dire oui, sincèrement. Moi-même, hein, j'ai arrêté les infos et j'ai arrêté les images. Je ne regarde plus du tout aucun journal télévisé parce que c'est naturellement anxiogène. Mais Hmm. pareil, les gens ont besoin aussi de se nourrir de ça pour avoir un lien avec le monde. Mais la majorité ne le traite pas de la même manière. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas en regardant les infos que tu vas devenir Bien, anxieux, bien, bien évidemment. voilà, ni dépressif. Hmm. D'accord? Il faut déjà aussi avoir des éléments dans ton passé, dans ton histoire de vie qui t'ont fragilisé. C'est pas uniquement le contexte culturel, c'est-à-dire qu'on vit, alors en France pour le coup, dans un contexte qui est anxiogène. Hmm. Socialement, c'est anxiogène. Tu peux Ok. pas être performant, mais tu peux pas être nul. Hmm. Tu peux pas te vanter, mais tu peux pas échouer. Tu vois, on t'apprend à manquer, mais on t'apprend à vouloir, tu vois, à désirer sans arrêt, toujours plus. Mais on t'apprend qu'il faut te restreindre. On t'apprend l'échec. On te dit qu'il faut te préparer au pire. On l'a dit précédemment. Donc, on est quand même dans une culture du pire pour espérer le meilleur. Ouais. C'est quand même un peu ambivalent. Et c'est pas très encourageant. Mais donc, du coup, on est dans cette culture-là. Mais depuis longtemps, en réalité. Donc, on va pas ça l'enlever, même si ce serait quand même intéressant de commencer à le modifier. Mais du coup, ça ne crée pas que des dépressifs. En France, on n'est pas tous dépressifs, on n'est pas tous anxieux. D'accord. Il y a une grande prévalence, hein, c'est quand même 30% de la population pour les troubles anxieux généralisés. Ah oui, d'accord, ok. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et tous ne sont pas pris en charge, tu vois. Ouais. Mais oui, donc on a quand même une énorme prévalence des troubles mentaux en France et on en parle, on en revient à ta première question, on n'en parle pas suffisamment assez pour permettre aux gens d'y aller. Néanmoins, avec les différents dispositifs qui ont été mis en place ces 2 dernières années, il y a quand même un accès aux soins de la santé mentale en France qui est privilégié, notamment depuis le Covid. Ça a fait Ouais, un c'est vrai. grand... Par rapport à d'autres un- pays, oui, ils ont essayé de faciliter en tout cas les choses. Après, Ils ont essayé. chacun, voilà. Voilà, mais Mais c'est bon. pas parfait, mais en tout cas, il y a une Voilà. reconnaissance de ça socialement qui le rend plus acceptable. Je voudrais quand même finir par quelque chose de positif pour les personnes, c'est-à-dire que il est possible de s'en sortir, il est possible d'en guérir. Mhm. Comme tu dis, reprendre peut-être goût au plaisir, retrouver de l'espoir, fréquenter peut-être des gens qui nous font du bien. Je me Ah dis oui, c'était que ça. c'est ça, je veux dire, parce que j'allais venir sur l'optimisme. Tu vois, on se moque beaucoup de l'optimisme en France. Je le vois, tu vois, j'ai sorti un atelier cet été sur l'optimisme. Et le grand truc, c'est, mais si je deviens optimiste, ben après, je serai plus réaliste et je pourrai plus faire face, en fait, à la difficulté de la vie, tu vois. Et donc, il y a vraiment ça qui revient. Moi, je suis intimement Oui, ce convaincue. besoin de se préparer. Exactement, se préparer au pire, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Pour pas tomber de trop haut, parce que derrière, il y a un peu cette idée-là, se dire si je me prépare au pire, ben, ça sera moins douloureux, tu vois, parce que je tomberai pas trop. C'est ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière, tu vois. Oui, Euh, oui, tout à fait. Mais c'est pas stratégique. Cette idée, elle est mauvaise. Parce que si je me prépare au pire, je m'épuise en avance. Et quand je hmm, me retrouve face à la situation, j'ai moins de ressources que si je m'étais pas facile. préparée au meilleur et où en fait j'avais engendré plein de petites réussites. Parce que Hmm, choisir un chemin où je m'aligne sur ce que j'ai envie de vivre me permet d'avoir plus de ressources et plus de confiance. Et donc du coup aussi de vivre plus de moments hmm, qui vont renforcer tout ça. Et donc, du coup, quand je me retrouve face au mur, ou que je me prends un mur, ou que je me prends un ravin, ou que je tombe de 10 étages,
en réalité, j'ai les ressources de tout ce que j'ai su créer en amont pour rebondir. Et à l'inverse, quand j'anticipe le pire, bah, je perds de l'énergie parce que mon cerveau traite toutes ces émotions-là. Mm, Donc, mm, il les traite comme des échecs, comme une réalité, même si c'est imaginaire, etc. Donc, du coup, je vide mes ressources, je perds en confiance. Et quand j'arrive face au précipice, je ne suis pas mieux préparée. En réalité, je sais que je vais tomber depuis des lustres, mais du coup, il y a cette fatalité. Et lorsque je chute, bah, j'ai encore plus de difficultés à me relever. mm, mm. Donc, c'est bien plus compliqué. En réalité, la stratégie, elle est pas adéquate. Elle n'est pas bonne. Alors, Elle n'est pas bonne. si je devais résumer, on peut pas dire que en tant qu'atypique, on a plus de risques. C'est plutôt Non, lié déjà à la part, comme tu disais, génétique, mais pas que. C'est aussi lié au pas que. tempérament. C'est Et à l'environnement aussi. à À l'environnement, l'environnement, à l'histoire, au à notre contexte vision du atténué. monde, du coup, si on souhaite ou pas Mhm, la changer. Et comme tu disais là, c'est sur cette dernière information, si on veut toujours se préparer au pire et qu'on va toujours effectivement essayer de voir le pire dans toutes les situations, ça nous aidera pas aussi à trouver de l'espoir et à vouloir guérir. c'est ça. En fait, il faut toujours croire qu'on a le potentiel. C'est-à-dire que vous ressentez pas ces émotions pour rien. Hmm. C'est-à-dire que vous les ressentez parce que vous avez le potentiel de vous en sortir. Et cette perception-là, c'est vraiment la clé. C'est pas une faille de votre système de compétences ou de votre capacité d'apprentissage. C'est vraiment en lien, en réalité, avec votre potentiel d'action positif. Et ça, je cesse de le répéter. C'est-à-dire que quand je suis confrontée à quelque chose, j'ai le choix, soit de croire en moi, Hmm. soit de m'abandonner d'une certaine manière. Si je m'abandonne, c'est parce que j'ai aussi été conditionnée dans mon histoire, dans mon environnement, par les tragédies que j'ai pu vivre, par mon profil de personnalité, etc., à ne pas me choisir. Mais c'est pas parce que j'ai appris à ne pas me choisir. Que je ne peux pas ne choisir maintenant, bien évidemment. Exactement. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, OK, je ressens ça, je ressens des émotions, et c'est ce qui est génial avec le haut potentiel sensible, ce qui peut être génial avec le HPI aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette capacité de ressentir, bah, je peux choisir comment j'ai envie de vivre ça, de le laisser traverser et de voir où est-ce que j'ai envie d'aller ou de ne pas aller, parce que je peux aussi faire ce choix de ne pas aller dans ce ressenti-là parce que j'ai envie de m'aligner avec autre chose. Et donc, du coup, là, il va y avoir un panel de stratégies qui va s'offrir à moi, qui sont alignées avec qui je suis, mon potentiel atypique, mais mes envies, Hmm. et qui vont pas être des facteurs de risque. Par contre, effectivement, si je m'aligne sur mon intensité émotionnelle avec des pensées dysfonctionnelles, j'augmente les risques. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, parce que je sais qu'on va me poser la question, tu proposes bien des consultations, toi, en visio pour les personnes qui le Oui. souhaitent, et sinon en présentiel, Oui. mais tu es dans le sud de la France, alors après, il faut être pas très loin de Non. part de toi pour ton cabinet, mais sinon, on peut te contacter, je mettrai sous l'épisode de podcast ton site internet ou ton mail, enfin de quoi te contacter si les personnes le souhaitent. Mhm. Donc, vraiment, si vous êtes reconnu dans tout ce qu'a dit Caroline, dans les symptômes des troubles anxieux ou en tout cas des angoisses ou de la dépression, n'attendez pas en fait 6 mois, un an ou plus. Allez consulter et sinon, bah, de toute façon, voilà, Dès que ça a un impact c'est ça. significatif. Et le Ouais, professionnel vous dira peut-être que ça n'en est pas, mais il vous prendra en considération pour éviter que ça soit justement bien plus grave en fait. C'est ça qui est important. c'est Parce ça. qu'il y en a qui Plus osent pas c'est en pris disant, ouais, plus ouais, c'est pris peut-être. tôt et plus en fait on peut en sortir rapidement et de matière pérenne en fait. Parce que dès que je remodifie toujours ces perceptions de pensée, je peux en sortir et je peux créer un socle vraiment solide avec qui je suis. Et le plus important aussi, c'est de se connaître dans son Mm. atypie, de se connaître dans son fonctionnement, atypique ou pas d'ailleurs, hein, Oui, totalement, bien c'est pas sûr. le truc, mais euh, plus mieux je connais comment je fonctionne et peu je peux renforcer un socle qui est fonctionnel, Mm, mm. qui n'est pas en lien avec des choses qui ont été abîmées en moi ou dans mon histoire. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Si vous avez des Avec questions, plaisir. n'hésitez pas à les poser dans le podcast et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonjour Caroline, je suis ravie de te réinviter dans le podcast potentiel. Très très contente. Bonjour Elodie, merci. T'avais pu intervenir effectivement et j'ai regardé du coup en janvier 2024 sur le thème angoisse de l'autre, se reconstruire après une relation toxique. Et donc, tu es psychologue clinicienne pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, spécialisée dans le stress, l'angoisse, le burn-out, la fin de vie aussi. Tu accompagnes les personnes à faire Tout à leur fait. deuil et l'accompagnement de fin de vie. Ça fait plus de 10 ans que tu es là-dedans, je crois. Combien d'années? Ça fait longtemps. 2010.
2010, ah oui, voilà, ça avait 15 ans. 15 ans. Bientôt On est 16 bon. du coup. Et donc pour cet épisode, parce que je sais que beaucoup avaient adoré notre premier échange, je voulais t'interroger plus spécifiquement en fait sur les troubles anxieux, la dépression. C'est des sujets qui touchent bah, malheureusement énormément de monde, des sujets de santé mentale, sujets qu'on je Mhm. trouve encore difficile de parler de ça. Tu me diras ce que t'en penses toi, si tu trouves que bah, sur tes 15 ans de métier, t'as la sensation qu'on parle plus facilement de ces sujets ou pas du tout. Alors, on en parle de plus en plus, notamment de la dépression. La La dépression. dépression est un sujet qui fait beaucoup plus parler de lui et de manière beaucoup plus moins stigmatisante qu'à une époque. Ouais. À une époque, la dépression était silencieuse et pour le coup plus meurtrière. Elle se vivait seule, elle se diagnostiquait mal. Il y avait cette idée de porter un masque, un faux semblant et elle était moins bien prise en charge, notamment au niveau des médicaments, des antidépresseurs, avec une Mm. grosse stigmatisation sur les C'est vrai, antidépresseurs. c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, toujours, c'est toujours compliqué de proposer un antidépresseur Et à c'est le quelqu'un. stade du médicament qui est encore compliqué. Ouais, exactement. Mais c'est en lien avec la dépression, c'est-à-dire que quand on est dépressif, on voit pas l'utilité, que ce soit de la thérapie ou des médicaments, on est dans un sentiment vraiment où l'on s'éteint. Et demander de l'aide ou recevoir de l'aide, c'est quelque chose qui est complexe dans la dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie qui tue. C'est pas juste un état émotionnel passager, Mm. c'est une maladie à part entière qui du coup se traite de différentes manières, on va le voir, mais qui du coup doit être prise en charge et qui affecte les perceptions, notamment les perceptions que l'on a de nous, et donc du coup qui nous permet pas réellement de prendre soin de nous, Hyper. puisque ça annihile ce besoin-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas, quand on est dépressif, à un certain stade de la dépression, on peut plus prendre soin de soi. Voilà, ça fait plus partie du jeu en fait, ça s'éteint. Mm, mm, Et en ce qui concerne l'anxiété, par contre, il y a beaucoup plus de consultations pour l'anxiété parce qu'il y a des troubles musculaires, des tensions musculaires, les palpitations, tout ce qui est sensorialité physique, physiologique, pour lesquels on vient consulter. Voilà, troubles de l'endormissement, euh, tout ce qui va être l'angoisse, bah, on va plus facilement demander de l'aide pour sortir d'une situation anxieuse que d'une situation dépressive. Voilà. Alors attends, est-ce que tu Donc, pourrais rappeler la différence pour tout le monde, parce que je pense qu'on utilise des termes mais on oui. les mélange, entre, tu vois, le stress. Alors, je parle pas du Mhm. stress où on peut tous ressentir un moment stress, genre Oui, on a un examen particulier, on va faire une première rencontre, voilà, c'est un petit stress qui est tout lié à fait, qui est naturel, qui est naturel, voilà. Mais par qui est exemple, lié à l'enjeu de la situation, exactement, effectivement. donc là, on va parler plutôt de qu'est-ce que c'est le stress chronique, qu'est-ce que c'est l'angoisse et Mhm. qu'est-ce que c'est l'anxiété, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Alors, le stress est une réaction physiologique normale. Voilà. On le reconnaît Euh, comment? Genre, on a la respiration alors, qui va plus voilà, vite. physiologiquement, tu vas le reconnaître avec une tension dans le haut du corps, une Mhm. accélération Ah de ta oui, respiration, du rythme cardiaque, hein, de la moiteur, tu vas suer un peu plus, tu peux devenir avoir des rougeurs, des moi je parle réactions en plus fait vite. physiologiques. Par exemple, quand je suis stressée, tu vois, je parle plus vite. Voilà, aussi, on Comme va ça. Ouais, accélérer. ouais. Il y a beaucoup ça dans le stress, c'est-à-dire ce besoin d'accélérer, d'anticiper, Pour que de ça passe plus dépasser vite. rapidement, voilà, ou de partir, parce qu'en réalité, Oui. c'est une émotion qui est associée à la peur, et l'idée, c'est soit je m'y confronte et j'y vais, soit je m'y échappe. Et donc, du Mhm. coup, dans les troubles anxieux, on retrouve beaucoup l'évitement et les D'accord, anticipations anxieuses. d'accord, Maintenant, l'angoisse, pareil, c'est une émotion naturelle où tu es un peu dans le brouillard, où d'accord. là, tu n'identifies pas les peurs et c'est quelque chose qui est... tu as un sentiment d'un danger imminent, voilà, Est-ce qu'on qui est pourrait dire pesant. que le stress est plus actif et l'angoisse est plus passive? Alors, tu peux difficilement dissocier stress et angoisse. Alors, c'est-à-dire que le stress peut te donner un petit coup de fouet, Ouais, effectivement, et l'angoisse est peut-être plus pesante. Elle est d'accord, plus dans le brouillard. Le stress, tu peux identifier ta situation stressante. L'angoisse, le principe, c'est que tu vas pas identifier clairement le problème de la d'accord. situation. Oui, d'accord. D'où le fait que Euh, lorsqu'il y a du stress chronique répétitif, à un moment donné, la personne, elle peut vraiment faire des crises d'angoisse parce qu'elle est totalement dépassée, en fait. Oui, alors dans les troubles liés au stress, à l'anxiété, tu vas avoir le trouble panique, par exemple, ou les crises
Ouais, les crises de tétanie, même tout ce qui va être aussi anxiété sociale, anxiété de séparation, le mutisme sélectif pour les jeunes enfants aussi. Tu vas avoir tout ce qui est en lien avec l'évitement. Hmm. Tu vas retrouver toutes ces stratégies-là ou ces développements du trouble dans ces modes-là, et notamment les attaques de panique, du coup, qui en font partie. À partir de quel niveau on peut se dire, là, c'est pas normal, il faut que je demande de l'aide, tu vois, parce qu'on me disait, il y a un stress qui est propre à chacun, en fait, qui est totalement normal. Ah, Et comme ouais. on est tous différents, tu vois, pour les gens là, qui nous écoutent, à C'est partir de dans là, la durée. dans la C'est durée. c'est Alors, c'est la, quoi c'est la la durée? durée qui détermine. Je vais venir Alors, te challenger parce que je pense que les gens, ils vont se dire, diagnostiquer, ouais, pour diagnostiquer ouais, un trouble anxieux généralisé, ce qu'on mhm, appelle, les termes connus. il te faut 6 mois dans cet état-là. D'accord, ok. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 6 mois pour demander de l'aide? Non, ça ne veut pas Non. dire qu'il faut attendre six D'accord. mois. À partir du moment où ça a un impact significatif sur ton quotidien, tu demandes de l'aide. Plus tôt tu prends en charge le trouble, et mieux tu peux y répondre. Parce qu'en réalité, il y a plein de techniques pour sortir d'une situation stressante. Le hic dans l'anxiété, c'est qu'elle peut effectivement du coup se généraliser, envahir ton quotidien. D'accord. Si tu attends effectivement les 6 mois, donc les 6 mois, c'est pour poser le diagnostic de trouble anxieux généralisé. Donc tu es déjà dans un trouble anxieux installé. L'idée, c'est qu'il faut pouvoir prévenir l'installation de ce trouble anxieux généralisé. Donc, dès que tu sens que les symptômes sont récurrents sur ton quotidien, que les pensées sont régulières, voire quotidiennes, que tu Mm, es dans l'évitement social, que tu es dans l'évitement de performance, que tu es dans l'anxiété de performance, et ça, on le retrouve chez les mm. atypiques aussi pour C'est faire le vrai. lien, ben, tout ça, en réalité, cumulé sur le quotidien, va créer de la fatigabilité aussi, de l'irritabilité, va abîmer ton relationnel à l'autre. Donc, dès que tu vois que ça a un impact significatif sur ton quotidien, l'idée, c'est d'aller demander de l'aide. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher à sortir d'une situation qui est inconfortable. Et ça, c'est le but naturel des émotions. Si tu ressens une émotion à une valence désagréable, elle n'est pas là pour te dézinguer ou te dire que tu es en danger. Elle est là pour te dire que la situation ne te convient pas. Donc, si tu fais la boucle émotionnelle, tu es censé arriver à, OK, je suis dans une situation qui ne me convient pas, comment je fais pour sortir de cette situation-là? Et ces stratégies d'adaptation-là, quand on est dans un trouble anxieux généralisé, on ne les a plus. On a été envahi en réalité par l'anxiété et donc du coup, elle perturbe nos perceptions. D'accord. Elle commence à affaiblir l'estime que l'on a de nous-mêmes, donc nos stratégies d'adaptation sont moins efficaces, moins efficientes, et plus je suis dans l'évitement, plus je perds en confiance, et plus mon trouble anxieux augmente. Plus ma physiologie aussi anxieuse va augmenter. Donc mes crises vont augmenter, ma respiration va plus rapidement s'accélérer, je vais également avoir tout ce qui va être nervosité qui va être constante, je vais avoir des anticipations anxieuses sur tout en réalité. Tout va être décortiqué, analysé, suranalysé, et ça, pareil dans les atypies, lorsque tu changes une habitude, lorsque tu te retrouves face à une situation où tu maîtrises pas, où il va y avoir de l'imprévisible, où tu es dans un contexte où tu n'as pas tes mêmes repères, tout ça va augmenter ton seuil d'anxiété. Et donc, du coup, tu tombes dans un trouble anxieux. D'accord. Voilà. Alors, j'ai deux questions. La première qui me vient, c'est dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui attendent un peu trop longtemps parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'on se dit qu'on peut Oui. s'en sortir seul, parce qu'on a honte, il y a un sentiment de honte. Comme on dit, même si on parle plus de santé mentale, j'ai l'impression que quand même les gens, ils ont un sentiment de pas être au niveau dès que leur santé mentale en fait est mise en mal, tu vois. Est-ce que malheureusement, bah, dans les faits, il y a trop de personnes qui arrivent bien après les 6 mois et est-ce que c'est plus compliqué après à soigner du coup? Alors, c'est plus compliqué à soigner effectivement quand c'est installé, parce que du coup, toutes tes perceptions, tes schémas perceptifs Et oui. sont plus automatiques, sont mieux installés, sont plus ancrés. Mm. Et donc, du coup, il est beaucoup plus compliqué, complexe de les décortiquer. Mais c'est pas impossible, Euh, rassure les, sur les personnes qui nous... non, pas du tout. Mais bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et c'est ça qui est génial avec la psy, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais cette démarche d'aide, j'accepte l'idée de venir modifier mes perceptions. Et c'est vraiment la base, en fait, que ce Ça va soit être dans le trouble long. anxieux ou dans la dépression, ou dans la dépression, pardon. C'est vraiment cet axe, en réalité, qui va être travaillé au niveau cognitif, puisque ce sont nos schémas de pensée qui vont venir affecter notre perception du monde, notre sensorialité, et qui vont faire qu'on va ressentir un mal-être Mm. significatif qui va nous ralentir d'une manière ou d'une autre dans nos performances, dans notre quotidien, dans notre élan à créer.
la vie qu'on a envie de vivre. Alors, quel est le lien entre, du coup, et est-ce qu'il y a un lien entre, du coup, l'angoisse, l'anxiété et la dépression? Des fois, on entend Alors, que l'un peut mener à l'autre. Ou que tout c'est... à fait. Il y a un lien, il y a ce qu'on appelle une comorbidité Mm, très importante entre troubles anxieux et troubles dépressifs. Le tableau clinique n'est pas tout à fait le même. Donc, pour distinguer les deux, il faut bien comprendre que l'anxiété, le trouble anxieux généralisé, va plus être tourné vers l'avenir. mm. C'est-à-dire, c'est vraiment des anticipations anxieuses, c'est des projections, ça va être des remises en question effectivement constantes, ça va être de l'anxiété de performance, ça va être l'anxiété de présentation, ça va être de l'anxiété sociale. Donc, c'est en lien avec l'image de soi, mais l'image de soi donnée à l'autre dans un futur proche ou imminent. Enfin, imminent du coup ou plus lointain. Alors que la dépression, c'est plutôt tourné vers le passé, avec les ruminations, tout ce qui va être remise en question de ce que j'ai mal fait, sentiment d'inutilité, culpabilité beaucoup plus grande dans la dépression que dans l'anxiété. Donc, le tableau n'est pas du tout le même, Et c'est pour même ça au que c'est niveau du lié aussi. diagnostic. Et c'est pour ça que c'est lié. C'est-à-dire que si, par exemple, mon anxiété diminue mon estime de soi et que je me retrouve dans un cercle vicieux d'échec ou Mm. d'évitement, l'isolement social peut me conduire effectivement à de la dépression. Parce qu'il va y avoir du découragement, une perte de la motivation. Et ce découragement, cette perte de la motivation va venir éteindre ma psyché et donc du coup me mettre dans un état dépressif. Et alors, la différence énorme entre le trouble anxieux généralisé et la dépression, c'est que la dépression, il suffit d'un état de 15 jours pour la diagnostiquer. Ah d'accord, ok. En 15 jours, on peut dire que... Ré- Ouais, en 15 jours, tu tombes en dépression. Et là, tu enclenches quelque chose de bien plus grave, vous voyez? Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe. La dépression est silencieuse. Ça s'initie parce qu'on se dit, putain, 15 jours, ça va. On peut avoir une humeur triste, Oui, c'est quelques vrai. jours, Je ça veux dire passe, que, bien etc. sûr. Mais la dépression, c'est pas une humeur triste, en Alors, réalité. redis-le bien parce que je trouve que parfois, malheureusement, il est mal posé ce mot. Des fois, les gens disent, ah, c'est bon, t'es dépressif parce qu'en fait, on a un gros coup de mou, tu vois, ou je sais pas, si tu as une séparation et tout, bah, en fait, on a le droit de pas être bien pendant quelques temps, tu vois. Donc, Mm. c'est vraiment, c'est qu'est-ce que c'est la dépression et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau parce que tu parlais de maladie. Donc, de quoi il s'agit exactement? Alors, la dépression, c'est quelque chose qui relève d'un désespoir. C'est Ok. pas la tristesse que l'on connaît où tu perds quelque chose, où il y a un changement de situation, où tu peux te relever, où on va faire preuve de résilience, etc. Il peut y avoir dans la dépression majeure, euh, elle va être réactionnelle. Donc, si tu as un deuil prolongé, par exemple, ou un deuil pathologique, c'est-à-dire une tristesse profonde continue, tu peux tomber en dépression. Mais la dépression, c'est une tristesse qui va venir annihiler la psyché. C'est-à-dire que tu vas avoir une perte de désir et une perte d'élan de vie. Et petit Mhm. à petit, c'est ça, vraiment l'énorme risque, c'est que ça t'éteint. Et c'est Tu plus vas difficile à pareil, rallumer en fait après. très très difficile à rallumer parce que du coup, tu vas avoir une rupture avec la motivation, une rupture avec le mouvement inné que l'on a. Tu vas ressentir ton corps qui est lourd. Tu vois, par exemple, dans l'anxiété, tu as une fatigabilité qui est nerveuse, Mhm. ok. Parce que tu es dans l'agitation. Ça, c'est des critères de l'anxiété, c'est l'agitation motrice. Tu t'agites, ton cerveau fonctionne à 10 000, etc. Tu cherches de trouver des solutions, tu n'arrives pas à l'éteindre, tu as des troubles de l'endormissement parce que tu réfléchis. Ouais. Dans la dépression, bah, ça s'éteint. Dans la Wow. dépression, tu as un ralentissement Mhm. psychomoteur et cognitif où petit à petit, en fait, tu t'éteins. Et la fatigue, dans la dépression, elle est vicieuse parce que le repos n'aide pas. Le Mhm. repos, en fait, ça forme vraiment un sillon de la dépression. Plus tu te reposes, et plus la fatigue que tu ressens crée de la lourdeur, et plus Mhm. ça s'éteint, et plus ça empêche le mouvement, C'est et pour tu vois, ça que les médecins ça rend préconisent juste d'aller du marcher, de sport. sortir un Ouais, peu. exactement, tout à fait. Parce D'accord. que si tu es dépressif et que tu restes au fond de ton lit dans un drap, tu te dis oui, c'est douillet, je m'enveloppe, etc. Non, bah, en fait, tu vas de- avoir de On plus en plus s'enterre. de difficultés à Mhm. sortir de cet état-là et ressentir de plus en plus de lourdeur. Tu communiques moins aussi dans la dépression. Tu as moins de logorée, tu communiques moins sur toi. Vraiment, il y a tout qui va s'éteindre. Et tu as des critères qui sont très précis dans la dépression. Tu as aussi l'anédonie. L'anédonie, c'est la perte de plaisir. Pour Et tout. la perte de plaisir pour tout, effectivement, qui peut même aller jusqu'à une anesthésie affective. Tu ne ressens plus. Aucun euh, sentiment pour qui que ce soit, du coup. Plus de lien à l'autre. Et c'est là où ta culpabilité va augmenter parce que du coup, bah, tu ne t'investis plus auprès de l'autre, donc l'autre va te le reprocher. Mais à quoi je sers?
Hmm. À quoi je sers? Je suis plus en lien Donc, avec ça le monde. alimente les idées noires aussi contre soi. Et Ça alimente les idées noires, effectivement. Et alors ça, c'est un critère. Tu as dans la dépression donc deux critères qui sont essentiels. Donc c'est la perte de plaisir et le désespoir. Donc c'est la tristesse profonde, d'accord? Qui n'est pas la tristesse qu'on nous on connaît au quotidien. Vraiment, c'est une tristesse très particulière qui est beaucoup plus lourde et pesante. parce que j'allais Ok? te dire, je fais une petite parenthèse, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'atypiques là qui vont se dire, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que tu sais, on est tellement intense en tant qu'atypique que face à quelque chose de difficile, on peut très bien ressentir temporairement ça. Genre, on est totalement désespéré, on a l'impression que Mhm. rien ne va. Enfin, tu sais, moi-même, j'ai Et déjà c'est eu un des facteur jours de en disant, risque. rien ne va, tout ça. Mais tu vois, je veux dire, ça va Ouais. pas durer longtemps en fait, en vrai. Donc, mis à part ces 15 jours, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment... parce que je sais qu'en tant qu'atypique, tu vois, on est intense dans ce qu'on ressent et on peut aussi verbaliser ces choses-là, mais pourtant, c'était pas vraiment de la dépression. Donc, Non, et alors, il faut vraiment en fait que ce soit continu et quotidien sur les mm, 15 jours et qu'après, ça continue dans le temps, en réalité. Mais il faut que pour le diagnostic, il y ait un minimum en prévalence de 15 jours dans cet état-là. Mais jamais personne vient sincèrement consulter au bout de 15 jours en disant ça fait 15 jours que je suis triste. mm, Non, mm, ça fait 6 mois que je suis triste, ça fait 1 an que je suis dans cet état-là, j'ai voulu m'en sortir, j'y arrive pas, etc. Et c'est installé. Mais après, il y a d'autres critères. C'est-à-dire, donc, du coup, tu as ces deux critères qui sont non négociables à laquelle va se rajouter plusieurs autres critères que tu dois cocher. Donc, tu vas avoir l'humeur triste, effectivement, mais tu vas avoir des troubles du sommeil, soit une insomnie ou une hypersomnie. mm. Donc, on Voilà. dort tout le temps, ouais. Des troubles de l'appétit, Ouais. avec une perte de poids significative, ou pareil, une boulimie. Alors, certaines femmes vont les revoir en miroir. C'est pour ça qu'il y a les deux. Généralement, dans la dépression classique, c'est l'hypersomnie et le manque d'appétit, Ouais. ok, avec une perte de poids significative. Dans les syndromes, dans la dépression miroir, qui est souvent féminine, tu vas avoir une agitation et donc du coup une hypersomnie et à l'inverse de la boulimie, Mm, des troubles. Voilà. Donc tu vas avoir ces critères-là, tu vas avoir aussi donc du coup les idées suicidaires, le ralentissement psychomoteur et cognitif qui va être important. Tu vas aussi retrouver du coup le sentiment de culpabilité, les ruminations. Alors dans les critères diagnostiques, donc je me trompe pas, donc c'est la fatigue significative, les idées suicidaires, le trouble alimentaire, le trouble du sommeil. Il m'en manque toujours. Quand je fais cette liste, il me manque toujours. Mais en fait, ils sont assez faciles à retrouver sur les critères de diagnostic et quand ouais. on les communique. J'ai une Mais ils sont question. bien spécifiques pour pouvoir la diagnostiquer. J'ai vu un témoignage d'une personne qui expliquait que donc elle avait eu un diagnostic de dépression et elle postait sur les réseaux sociaux quand même des photos d'elle qui souriait. Et Oui. donc il y a des gens qui disaient bah non, tu serais dépressive, tu serais toujours en train de pleurer. Alors, je voudrais que tu nous en dises plus. Alors ça, c'est un grand mythe. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui caractérise la dépression, c'est pas la tristesse, Hmm. c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc Et ça peut c'est ne pour ça pas que se voir. exactement, ça ne L'entourage se peut voit passer à côté, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu confonds l'entour. quelque chose Alors, en fait. pas tout à fait à côté. Hmm. L'entourage que tu vois pas quotidiennement peut passer à côté. Hmm. Tes collègues de bureau, la famille si tu n'habites pas avec elle ou si tu habites un peu loin, les amis que tu vois de temps en temps, oui, peuvent passer à côté. Hmm. Parce que effectivement, tu peux encore parfois avoir, au début, en tout cas, l'énergie de faire semblant. Hmm. Voilà. Hmm. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est dévastateur. C'est-à-dire, c'est ta pensée et ton lien avec le monde qui est une vision qui est tourmentée. Tu as une perte de confiance, un sentiment d'inutilité et une très faible estime de soi. Et c'est la très faible estime de soi qui va te pousser à douter de toi, à te renfermer, à t'isoler. Dans une dépression majeure, à un stade avancé, en réalité, il n'y a plus de lien avec l'extérieur. Ouais. Tu vois. Donc dans un premier temps, peut-être qu'on peut ne pas voir les signes, parce que c'est pas toujours évident. Dans un premier temps, on peut... Et pareil, si la personne a... Parce que souvent, tu me disais le lien entre les deux. Souvent, trouble anxieux, on peut l'associer à une dépression. Et on dit souvent trouble anxieux dépressif dans le diagnostic. C'est facile pour les médecins de poser ça, ils n'ont pas besoin de creuser, tu vois, ça fait un grand micmac. Il y a de l'anxiété, il y a de la dépression. Hmm, hmm. Et voilà, les traitements sont assez équivalents aussi. Donc pourquoi pas. Maintenant, dans le quotidien, si j'ai l'anxiété, je vais encore avoir ce besoin de performance.
Ouais, ça, on va passer quand même, on va faire des Ça choses. va équilibrer, en fait, si Mhm. tu veux, la dépression, le mouvement qui est Ouais. annihilé dans la dépression, tu vas le retrouver dans un trouble anxieux-dépressif parce que tu as l'agitation du trouble anxieux. Donc Mm, la nana qui fait des grands sourires, qui s'agite, etc., elle est dans une anxiété de performance. mm, mm, mm. Mais derrière, ça va lui coûter une énergie assez folle. Et quand elle va rentrer chez elle, c'est l'image de soi qui va être affectée. Et là, il y a des risques de passage à l'acte sans que tu les vois venir. Oui, parce que quand tu dis que c'est une maladie qui peut mener effectivement à la mort, tu penses au suicide. Je pense au suicide, ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'une dépression qui n'est pas prise en charge peut conduire dans quasiment 20% des cas à un passage à l'acte J'allais te suicidaire. demander s'il y avait des chiffres. Ouais. 20% des cas. Dans la dernière étude que j'ai lue, ça fait à peu près 800 000 morts par an. En France. Alors en France ou dans le monde, je crois, plus. Ok. En France, ce serait beaucoup. Peut-être en France, je sais plus. Alors là, je te donne un chiffre au hasard. Effectivement, j'aurais dû Mm. vérifier avant de te le balancer. Je Oui. re-regarderai. Alors, Mais en ça fait fait, beaucoup non, en c'est France. c'est assez énorme quand même. C'est-à-dire que Ouais. c'est même suite à une hospitalisation, tu as 15% de risque suicidaire. Donc Hmm. quand tu arrives à un dernier stade, on n'est pas forcément dans la capacité de récupérer en fait Ouais. une personne. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ça soit, pour qu'on ait besoin de médicaments? Alors, c'est un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. C'est vraiment une maladie qui est du coup aussi physiologique, hein, biologique, c'est-à-dire que ton cerveau, à un moment donné, tu as un déséquilibre des neurotransmetteurs dans la J'avais vu, dépression, ouais. la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, euh, des Toutes ces hormones qui modifications au sont niveau du positives pour cortex nous. Ouais, préfrontal, ah, ouais, souvent, on ne voilà, le c'est sait pas, donc je ça, et préfère le des redire, structures mais limbiques. c'est ça. En fait, tout ce qui est impliqué dans ta perception du monde et dans ta capacité à ressentir le monde et à le percevoir. C'est ça. Voilà. Et là où les Ça va partir en médicaments, cacahuète. c'est là où le médicament va rééquilibrer ça et va aider ton cerveau d'une certaine manière à recréer ça alors qu'il n'y arrive plus. C'est comme remettre du bois dans une cheminée, quoi, en fait. C'est ça, exactement. C'est comme remettre du bois. Alors, il faut pas trop en avoir peur. Effectivement, les médicaments sont mal. Il y a une mauvaise communication autour. Mm. Ils n'aident pas tout le temps. Ouais. Et tout le monde n'y répond pas de la même manière. Il y a différentes molécules pour les antidépresseurs. Donc, s'il y en a une qui marche pas, euh, il faut en essayer une autre. Et ça, c'est très important aussi. Et on ne sort pas d'un traitement en 2 mois, en réalité. Parce qu'il Et faut ça se du temps suffit à la pas non chimie plus. du cerveau pour Ouais. s'équilibrer. Et il faut une Ouais, thérapie à ouais. côté, c'est ce que tu me disais aussi. C'est-à-dire que juste les Oui, il faut une médicaments, thérapie à côté. ça va pas traiter la En fait, cause. les médicaments, c'est un peu un parapluie émotionnel. C'est ça. C'est-à-dire que Ça dépend. ça va bloquer les inhibiteurs de la sérotonine. Donc, du coup, tu vas reprogrammer une sécrétion de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline, etc. pour ton cerveau. Mais en réalité, pour les produire, il faut que tu ressentes les choses. Mm, mm, Donc, il faut te réapprendre à percevoir le monde. mm, En réalité, le médicament, il va juste te permettre physiologiquement de réouvrir les vannes, de réouvrir ton ouverture au monde, d'avoir moins d'appréhension, plus de douceur, etc. Donc, c'est vraiment cette espèce de parapluie émotionnel. Et donc, du coup, si par contre, j'apprends pas à regarder l'appui, j'apprends pas à regarder à ce qui est autour et ce qui peut être beau là-dedans, eh bien, je vais quand même pas retrouver mon équilibre initial. Et ça, la thérapie, pour ça, elle est nécessaire. Elle est mm, même pas négociable en réalité. Je peux sortir d'une dépression juste avec une thérapie, mm. mais je peux pas sortir d'une dépression, par exemple, juste avec un traitement médicamenteux. Ouais. Alors, Ce sera juste temporaire. il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont fait, par exemple, plusieurs dépressions pendant très longtemps, qui ont été hospitalisés, et d'autres, ça ne leur arrive jamais dans la vie. Est-ce Oui, que, est-ce que, en fait, du coup, tout le monde peut un jour faire une dépression, ou est-ce qu'il y a des des situations profils. ouais, des profils spécifiques? Alors, il y a des profils spécifiques. Il y a des situations spécifiques aussi, puisqu'on peut avoir des dépressions réactionnelles, comme des troubles anxieux généralisés réactionnels. Et puis, il y a un côté héréditaire dans les deux. Ok. Moins dans l'anxiété généralisée, mais par exemple, dans la dépression, il est estimé à 50% l'hérédité. Ah, quand même. Donc, il y a une partie génétique dans la dépression. Ok. Donc, on n'est pas quand même sur quelque chose qui est que dans votre tête, tu vois. Ça aussi, c'est un autre mythe où la personne est fragile, elle est en dépression, Ouais. etc. Bah, non, elle a effectivement un profil où elle a des facteurs de risque en amont si déjà, dans sa vie de famille, dans ses proches, il y a eu
des dépressions qui ont été C'est là où la notion enchaînées. de maladie, elle est hyper intéressante parce que comme Mm. certaines maladies, on peut retrouver un facteur génétique qu'on peut transmettre. Alors du coup, ça peut faire culpabiliser les parents de se dire, oh là là, mes enfants, ils ont 50% de risque d'en faire aussi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut leur dire Oui, pour les rassurer aussi? encore une fois, c'est une question de perception. Alors, je vais aggraver la situation dans la notion de culpabilité, mais c'est en lien avec la dépression de toute façon. Si je fais une dépression dans ma vie, j'ai Ouais. 50% d'en faire une deuxième. 50% de D'accord, ok. risque d'en faire une deuxième. Si j'en fais une deuxième, j'ai 70% d'en faire une troisième. Ok, Si j'en fais une troisième, les chiffres sont estimés à 90% le risque ok. d'en Comme refaire quoi, une. Donc, bien il peut y soigner avoir la une première, chronicité. ça va être important. Exactement, exactement. C'est Ouais. ça, en fait. Mm, Et c'est le risque dans la dépression, c'est cette négligence du soi. mm, Parce que je n'ai pas de valeur dans la dépression. mm, Donc, pourquoi je prendrais soin de moi? Et si j'arrive à en sortir parce que j'ai un entourage bienveillant, étayant, que j'arrive à entendre que, bah oui, il faut percevoir le monde différemment, que oui, j'ai bien pris mon traitement, etc., mais qu'il reste cette fragilité en moi mm. que je nourris inconsciemment et parfois consciemment, et parce que la vie n'épargne pas tout le monde de la même manière, euh, eh bien, ça revient. Et pour les enfants, si effectivement, je sais que dans mon parcours de vie, j'ai eu ce trouble dépressif, ben, je préviens en réalité. Il y a Mm. une énorme valence de prévention possible dans la dépression et dans le trouble anxieux généralisé. Le trouble anxieux généralisé, en plus, il est assez culturel, hein, dans cette angoisse de performance, on l'a dit, Ouais. mais dans l'idée qu'il faut se préparer au pire pour avoir le meilleur aussi. Ça, je l'ai déjà, enfin, je l'ai réentendu, ne serait-ce qu'hier, tu vois, en C'est des thérapie. mantras qui nous suivent tout le temps, hein, c'est vrai. Exactement. Prépare-toi au pire et si tu as le meilleur, tu seras contente. Bien, dans la Ok. vie, il faut toujours se battre. Tu sais, il y a toujours un truc vraiment Voilà, d'effort, de c'est ça. performance. C'est pas doux en fait. Alors que moi, je ne cesse de dire aux gens qu'il faut s'aligner sur ce qu'ils ont envie de vivre. Mm. Parce que ça aussi, dans les études, c'est démontré. Si on arrive à changer notre perception et à nous aligner sur ce que l'on veut vivre et non pas sur nos peurs et nos craintes, Oui, il bien y sûr. a nos pensées qui vont être prédictives également, Mm, nos mm. choix qui le seront, et on aura plus de facilité à créer ce futur-là, mais également à gagner confiance en soi, estime de soi, relation à l'autre, ouverture, etc. Oui, c'est la base de la Alors que si psychologie je... positive d'ailleurs, hein. Tout est. Exactement. Alors que si je m'aligne sur mes peurs, sur Bah, mon anxiété, bah, je vais mettre une énergie folle à anticiper mille et un trucs qui ne sont pas censés se produire, puisque l'anxiété est excessive, c'est l'une des caractéristiques. Donc, du coup, je vais dépenser de l'énergie va me fatiguer, la fatigue va me rendre nerveuse, la nervosité va augmenter mes signaux de danger imminent, qui va augmenter mon trouble. Et dans la dépression, pareil, c'est-à-dire que si je n'y arrive pas, je vais avoir une baisse de la motivation, une baisse de l'estime de soi, un sentiment d'inutilité, d'incapacité, et paf, j'abîme tellement l'estime de soi que, au final, je ne me mets plus en mouvement. Et on parlait de profils spécifiques. Est-ce que tu penses que oui, chez les personnes atypiques, alors il y a un peu de tout dans les atypies, oui. mais est-ce que ce sont des profils qui vont davantage être susceptibles d'avoir des troubles anxieux ou faire une dépression ou pas du tout? Alors là, ça va dépendre en fait de si je connais mon profil. C'est toujours pareil. Donc Mieux c'est je pas me propre connais, à l'atypie en fait. C'est c'est ça. pas propre Alors, ça dépend. Si je prends un TSA, par exemple, où j'ai un fort besoin de repères, où le lien à l'autre est compliqué, Mm. mon anxiété est déjà à un seuil élevé de Ouais. base dans ces situations-là. Mm. Donc, effectivement, j'ai plus de risques de développer un trouble anxieux généralisé, Mm. qui va venir renforcer déjà les caractéristiques de mon atypie. Ouais. Si j'ai un TDAH, avec une impulsivité et un niveau de frustration qui sont complexes à gérer, C'est vrai. je vais abîmer mon estime de soi, je vais abîmer ma motivation, je vais procrastiner, ce qui va affaiblir du coup l'estime de soi, ce qui peut augmenter mon anxiété de performance, ce qui va du coup augmenter les risques de développer un trouble anxieux généralisé et un évitement social et augmenter. Tu vois, par exemple, ça sur les deux. Maintenant, si tu prends l'hyperémotivité, un haut potentiel sensible, pareil, tu vas avoir une fatigabilité à ressentir le monde. Mm. Tu l'expliques suffisamment dans tes podcasts et dans tous les travaux que tu as faits, le syndrome de Cassandre, par exemple. C'est Ouais. de l'anticipation. D'accord? C'est ma capacité à recevoir plein d'éléments de mon environnement et à déterminer ce qui va arriver. Chez le Tu vois. HPI, c'est très très prégnant. Voilà. Mais ça peut aussi l'être, tu vois, sur un potentiel sensible. Mais Mm. s'il ne se connaît pas bien,
Il va juste recevoir les informations, ça va créer une tension et une fatigabilité qui va créer de la nervosité et pareil, qui va affecter du coup l'estime de soi et là, du coup, favoriser la dépression. La sensibilité peut être un facteur aggravant du coup pour la dépression. Et c'est là où c'est très très important de comprendre comment je ressens le monde, parce que ça peut être aussi précieux que destructeur. Et ça, c'est le premier point à faire avec une personne à haut potentiel sensible, c'est-à-dire vraiment lui remettre du sens dans ce qu'elle ressent pour pas qu'elle se l'attribue et qu'elle le vive profondément comme étant intrinsèque à elle et à son identité, mais plus en lien avec le rapport qu'elle veut avoir avec le monde et la connexion qu'elle veut créer. Et ça, c'est un potentiel de fou dans l'hypersensibilité. Maintenant, dans le HPI, c'est encore différent, parce que dans le HPI, tu retrouves différents critères au niveau du tableau clinique des différents profils, tout dans le haut, dans le haut level. Et ça peut autant être un facteur de protection si je sais comment je fonctionne, parce que du coup, tu as une autonomie de pensée, tu as Mm. une indépendance au niveau de la pensée, tu as des facilités de rebond et de résolution de problématiques, hein. Tu as une capacité également à la résilience, à analyser. Donc, tu vas avoir beaucoup de critères qui peuvent te permettre de sortir plus facilement d'un état anxieux parce que tu vas être proactif, tu as cette capacité, cette compétence, parce que tu vas être détaché du regard de l'autre. Ok. Et en même temps, ces mêmes critères peuvent être des facteurs de risque. Si je suis détaché du regard de l'autre, ça veut dire que je ne fonctionne pas comme l'autre. Et chez certains HPI, tu as ce sentiment d'isolement, tu as ce sentiment de différence. Les autres ne pensent pas le monde comme moi. J'ai une vision particulière du monde, j'ai une sensibilité particulière au monde, j'ai une analyse différente du monde et je ne peux pas la partager ou je la partage avec très peu de personnes. Et Mm. cet isolement social peut entraîner, du coup, une dépression parce que tu as un trouble affectif. Tu n'as pas cette connexion à l'autre qui va être essentielle pour le HPI aussi, ce besoin d'affection, ce besoin de connexion qui est humain, auquel ils vont avoir des difficultés à répondre du fait de leur atypie. Et là, pour eux, c'est ça le risque. Contrairement au TSA ou au TDAH, où c'est l'un des symptômes qui va augmenter le facteur de risque parce qu'il est déjà prédominant, chez le HPI, c'est ces capacités qui vont l'isoler et donc du coup qui peuvent engendrer un trouble dépressif. Et dans Et certains... une démotivation, pareil, Ouais, c'est-à-dire que dans le HPI, il y a une besoin de stimulation cognitive importante. ouais. Et on le retrouve beaucoup des personnes qui sont HPI qui font un burn-out, par exemple, ou un burn-out où ils vont s'ennuyer au travail, etc., où il va y avoir une perte de la stimulation cognitive. Qui dit perte de la stimulation cognitive dit aussi affaiblissement de l'estime de soi, de l'image que l'on a de soi, de nos performances, etc. Donc, du coup, eux, ils vont arrêter d'y répondre. Je ne peux pas y répondre, j'accepte, je ne fais pas preuve de résilience. En réalité, j'annule un besoin qui fait partie de mon identité, de mon tempérament. Donc, du coup, j'éteins une partie de qui je suis. Et à partir du moment où j'éteins une partie de qui je suis, il y a l'anédonie qui va se mettre en place, qui est la perte de plaisir, qui va entraîner de la tristesse, qui sont les deux premiers critères nécessaires pour la dépression, et qui vont ensuite entraîner tous les autres troubles qui vont faire que tu vas tomber en dépression. Je te disais, il y a des auteurs qui expliquent, et tu l'as dit aussi, que ça peut être aussi un facteur protecteur, le HPI. Est-ce Oui. qu'on peut dire, bon, on voit, hein, tu l'as expliqué, mais est-ce que ça voudrait dire aussi qu'une personne HPI qui est en dépression aura peut-être plus de facilité d'en guérir ou pas du tout? Alors, tous les profils sont différents. Ça va être parce que tu as ton profil HPI qui est la manière dont tu fonctionnes, mais tu as aussi ton tempérament. Et Hmm. pour avoir rencontré effectivement des profils HPI, on n'a pas tous le même tempérament. C'est sûr, on est tous différents. On est tous différents. Et en réalité, c'est l'acceptation du changement de tes perceptions qui va jouer le rôle le plus essentiel dans la guérison d'une dépression. Si dans ton profil, tu as ce pessimisme inné Hmm. et ce rapport un peu sombre au monde, Ouais, c'est vrai. eh ben non, en fait. Parce que du coup, pour sortir d'une dépression, on a besoin de cette ouverture et de cette confiance en la vie, cette Hmm. confiance en l'autre, De cette reprendre confiance en soi, mais aussi espoir. cette confiance à la vie. Et ça, tu ne peux pas faire renaître Hmm. ça chez quelqu'un qui de base ne l'a pas. Donc, il peut avoir une dépression persistante.
Mm. ok, qui est plus souple qu'une dépression majeure avec un risque suicidaire, mais qui du coup va être dans cette espèce de spleen constante, de dévalorisation du monde, de dévalorisation de soi et d'incapacité effectivement à pouvoir profiter pleinement de son potentiel. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que si on fréquente des gens qui sont quand même assez pessimistes, et puis tu sais, bah, j'ai beaucoup d'hypersensibles qui me disent, mais tu vois, à force de regarder les médias, de tout ce qu'il y a, enfin, on perd confiance en fait dans le monde, de ce qui se passe, l'actualité. Totalement. Enfin, est-ce qu'on crée pas aussi encore plus de risques de dépression? Euh, alors j'aurais tendance à te dire oui, sincèrement. Moi-même, hein, j'ai arrêté les infos et j'ai arrêté les images. Je ne regarde plus du tout aucun journal télévisé parce que c'est naturellement anxiogène. Mais Hmm. pareil, les gens ont besoin aussi de se nourrir de ça pour avoir un lien avec le monde. Mais la majorité ne le traite pas de la même manière. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas en regardant les infos que tu vas devenir Bien, anxieux, bien évidemment. voilà, ni dépressif. Hmm. D'accord? Il faut déjà aussi avoir des éléments dans ton passé, dans ton histoire de vie qui t'ont fragilisé. C'est pas uniquement le contexte culturel, c'est-à-dire qu'on vit, alors en France pour le coup, dans un contexte qui est anxiogène. Hmm. Socialement, c'est anxiogène. Tu peux Ok. pas être performant, mais tu peux pas être nul. Hmm. Tu peux pas te vanter, mais tu peux pas échouer. Tu vois, on t'apprend à manquer, mais on t'apprend à vouloir, tu vois, à désirer sans arrêt, toujours plus. Mais on t'apprend qu'il faut te restreindre. On t'apprend l'échec. On te dit qu'il faut te préparer au pire. On l'a dit précédemment. Donc, on est quand même dans une culture du pire pour espérer le meilleur. Ouais. C'est quand même un peu ambivalent. Et c'est pas très encourageant. Mais donc, du coup, on est dans cette culture-là, mais depuis longtemps, en réalité. Donc, on va pas ça l'enlever, même si ce serait quand même intéressant de commencer à le modifier. Mais du coup, ça ne crée pas que des dépressifs. En France, on n'est pas tous dépressifs, on n'est pas tous anxieux. D'accord. Il y a une grande prévalence, hein, c'est quand même 30% de la population pour les troubles anxieux généralisés. Ah oui, d'accord, ok. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et tous ne sont pas pris en charge, tu vois. Ouais. Mais oui, donc on a quand même une énorme prévalence des troubles mentaux en France et on en parle, on en revient à ta première question, on n'en parle pas suffisamment assez pour permettre aux gens d'y aller. Néanmoins, avec les différents dispositifs qui ont été mis en place ces 2 dernières années, il y a quand même un accès aux soins de la santé mentale en France qui est privilégié, notamment depuis le Covid. Ça a fait un Ouais, c'est grand... vrai. Par rapport à d'autres un- pays, oui, ils ont essayé de faciliter en tout cas les choses. Après, Ils ont chacun, essayé. voilà. Voilà, mais Mais c'est bon. pas parfait, mais en tout cas, il y a une reconnaissance de ça socialement qui le rend plus acceptable. Je voudrais quand même finir par quelque chose de positif pour les personnes, c'est-à-dire que il est possible de s'en sortir, il est possible d'en guérir. Mhm. Comme tu dis, reprendre peut-être goût au plaisir, retrouver de l'espoir, fréquenter peut-être des gens qui nous font du bien. Je me Ah dis oui, c'était que ça. c'est ça, je dirais, parce que j'allais venir sur l'optimisme. Tu vois, on se moque beaucoup de l'optimisme en France. Je le vois, tu vois, j'ai sorti un atelier cet été sur l'optimisme. Et le grand truc, c'est, mais si je deviens optimiste, ben après, je serai plus réaliste et je pourrai plus faire face, en fait, à la difficulté de la vie, tu vois. Et donc, il y a vraiment ça qui revient. Moi, je suis Ah, intimement et ce besoin de se préparer. exactement se préparer au pire, quoi. C'est exactement ça. Mhm. Pour pas tomber de trop haut, parce que derrière, il y a un peu cette idée-là, se dire si je me prépare au pire, ben, ça sera moins douloureux, tu vois, parce que je tomberai pas trop. C'est ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière, tu vois. Oui, Euh, oui, tout à fait. Mais c'est pas stratégique. Cette idée, elle est mauvaise. Parce que si je me prépare au pire, je m'épuise en avance. Et quand je mm, me retrouve face à la situation, j'ai moins de ressources que si je m'étais pas facile. préparée au meilleur et où en fait j'avais engendré plein de petites réussites. Parce que Mm, choisir un chemin où je m'aligne sur ce que j'ai envie de vivre me permet d'avoir plus de ressources et plus de confiance. Et donc du coup aussi de vivre plus de moments mm, qui vont renforcer tout ça. Et donc, du coup, quand je me retrouve face au mur, ou que je me prends un mur, ou que je me prends un ravin, ou que je tombe de 10 étages, en réalité, j'ai les ressources de tout ce que j'ai su créer en amont pour rebondir. Et à l'inverse, quand j'anticipe le pire, bah, je perds de l'énergie parce que mon cerveau traite toutes ces émotions-là. mm, Donc, il les traite comme des échecs, comme une réalité, même si c'est imaginaire, etc. Donc, du coup, je vide mes ressources, je perds en confiance. Et quand j'arrive face au précipice, je ne suis pas mieux préparée. En réalité, je sais que je vais tomber depuis des lustres, mais du coup, il y a cette fatalité. Et lorsque je chute, bah, j'ai encore plus de difficultés à me relever. mm, mm. Donc, c'est bien plus compliqué.
En réalité, la stratégie, elle est pas adéquate. Elle n'est pas bonne. Elle est pas bonne. Si je devais résumer, on peut pas dire que en tant qu'atypique, on a plus de risques. C'est plutôt Non, lié déjà à la part, comme tu disais, génétique, mais pas que, c'est aussi lié au pas que. tempérament. Et à l'environnement aussi. À À l'environnement, l'environnement, à l'histoire, au à notre contexte vision du familial. monde, du coup, si on souhaite ou pas Mhm, la changer. Et comme tu disais là, c'est sur cette dernière information, si on veut toujours se préparer au pire et qu'on va toujours effectivement essayer de voir le pire dans toutes les situations, ça nous aidera pas aussi à trouver de l'espoir et à vouloir guérir. c'est ça. En fait, il faut toujours croire qu'on a le potentiel. C'est-à-dire que vous ressentez pas ces émotions pour rien. Hmm, C'est-à-dire que vous les ressentez parce que vous avez le potentiel de vous en sortir. Et cette perception-là, c'est vraiment la clé. C'est pas une faille de votre système de compétences ou de votre capacité d'apprentissage. C'est vraiment en lien, en réalité, avec votre potentiel d'action positif. Et ça, je cesse de le répéter. C'est-à-dire que quand je suis confrontée à quelque chose, j'ai le choix soit de croire en moi, hmm. soit de m'abandonner d'une certaine manière. Si je m'abandonne, c'est parce que j'ai aussi été conditionnée dans mon histoire, dans mon environnement, par les tragédies que j'ai pu vivre, par mon profil de personnalité, etc., à ne pas me choisir. Mais c'est pas parce que j'ai appris à ne pas me choisir. Que je ne peux pas ne choisir maintenant, bien évidemment. Exactement. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, OK, je ressens ça, je ressens des émotions, et c'est ce qui est génial avec le haut potentiel sensible, ce qui peut être génial avec le HPI aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette capacité de ressentir, bah, je peux choisir comment j'ai envie de vivre ça, de le laisser traverser et de voir où est-ce que j'ai envie d'aller ou de ne pas aller, parce que je peux aussi faire ce choix de ne pas aller dans ce ressenti-là parce que j'ai envie de m'aligner avec autre chose. Et donc, du coup, là, il va y avoir un panel de stratégies qui va s'offrir à moi, qui sont alignées avec qui je suis, mon potentiel atypique, mais mes envies, Hmm, et qui vont pas être des facteurs de risque. Par contre, effectivement, si je m'aligne sur mon intensité émotionnelle avec des pensées dysfonctionnelles, j'augmente les risques. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, parce que je sais qu'on va me poser la question, tu proposes bien des consultations, toi, en visio pour les personnes qui le Oui. souhaitent, et sinon en présentiel, Oui. mais tu es dans le sud de la France, alors après, il faut être pas très loin de Ouais. par chez toi pour ton cabinet. Mais sinon, on peut te contacter. Je mettrai sous l'épisode de podcast ton site internet ou ton mail, enfin de quoi te contacter si les personnes le souhaitent. Mhm. Donc, vraiment, si vous êtes reconnu dans tout ce qu'a dit Caroline, dans les symptômes des troubles anxieux ou en tout cas des angoisses ou de la dépression, n'attendez pas en fait 6 mois, un an ou plus. Allez consulter et sinon, bah, de toute façon, voilà, Dès que ça a un impact c'est ça. significatif. Et le Ouais, professionnel vous dira peut-être que ça n'en est pas, mais il vous prendra en considération pour éviter que ça soit justement bien plus grave en fait. C'est ça qui est important. c'est Parce ça. qu'il y en a qui osent Plus pas c'est en pris disant, ouais, plus ouais, c'est pris peut-être. tôt et plus en fait on peut en sortir rapidement et de matière pérenne en fait. Parce que dès que je remodifie toujours ces perceptions de pensée, je peux en sortir et je peux créer un socle vraiment solide avec qui je suis. Et le plus important aussi, c'est de se connaître dans son Mm. atypie, de se connaître dans son fonctionnement, atypique ou pas d'ailleurs, hein, Oui, totalement, bien c'est pas sûr. le truc, mais plus mieux je connais comment je fonctionne et peu je peux renforcer un socle qui est fonctionnel, Mm, mm. qui n'est pas en lien avec des choses qui ont été abîmées en moi ou dans mon histoire. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Si vous avez des Avec questions, plaisir. n'hésitez pas à les poser dans le podcast et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.